Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première Astroclass de la journée. Je suis ravi de vous présenter Laetitia Cesari, juriste spécialisée en droit d'activité spatiale au cabinet de Gaulle Florence. Elle va parler d'un sujet fascinant et intriguant, à qui appartient l'espace. Et bien sûr, elle va répondre à vos questions. Par exemple, quand on a mis le drapeau américain sur la Lune, est-ce que ça veut dire que la Lune maintenant appartient aux Américains? Bon, elle va répondre à toutes ces questions. Je vous demande d'accueillir Laetitia. Bonjour. Bon, Laetitia, c'est vrai que je n'avais jamais pensé, mais est-ce qu'il y a le droit aussi en espace? C'est une excellente question et juste pour commencer, je vais essayer de vous faire prendre la mesure de ce dont on parle. Et je vais vous demander de fermer les yeux et de survoler un petit peu la Terre. Et quand vous commencez à survoler la Terre, vous voyez d'abord les photos, par exemple, prises depuis la Station spatiale internationale, celles qui ont été diffusées sur les réseaux par l'astronaute Thomas Pesquet, par exemple. Et puis vous continuez à augmenter votre altitude et vous voyez de plus en plus de satellites, de plus en plus. Vous continuez à augmenter et la Terre devient de plus en plus petite. Et puis vous atteignez la Lune, vous continuez, vous atteignez d'autres corps célestes, d'autres planètes, et la Terre ne devient plus qu'un petit point bleu pâle. Tout ça, c'est l'espace. Et l'univers s'étend encore plus au-delà. Et lorsque l'on essaye justement d'encadrer les activités spatiales, ce n'est pas uniquement les différentes entités, les corps célestes, les astéroïdes, etc., les planètes, c'est aussi les différents objets placés par les êtres humains autour de la Terre, ainsi que les vaisseaux qui vont partir pour l'exploration de l'univers. Et tout cela, ça constitue un écosystème d'objets artificiels ou naturels, et ça constitue une sorte de zone dont on ne voit pas la fin, mais peut-être qu'on en voit le début. Donc on redescend un petit peu, et on arrive à 100 km d'altitude au-dessus de la Terre. Certains scientifiques ont estimé que ces 100 km correspondent au début de l'espace extra-atmosphérique. Certains États ont rejoint cette interprétation. Cette ligne, ces 100 km en orbite autour de la Terre, on l'appelle la ligne Kármán, K-A-R-M-A-N. C'est le nom d'un scientifique qui a travaillé énormément sur les notions d'astrophysique, sur les notions justement liées au spatial. Et à partir de là, nous, juristes, mais aussi les différents diplomates, les représentants des États qui essayent de travailler sur une coopération internationale, ont essayé d'estimer la manière dont on encadrait ces activités d'un point de vue juridique. Et c'est les Nations Unies qui gèrent tout ça? Au départ, les activités spatiales ont vraiment émergé depuis la communauté scientifique. C'est lors de l'année géophysique de 1957 que le premier satellite artificiel, Sputnik, a été envoyé par l'ex-Union soviétique. À partir de là, évidemment, beaucoup de juristes ont commencé à s'emparer de la question et ont écrit des articles. Et en parallèle de cela, en plus, les États se sont réunis au sein des Nations Unies, au niveau multilatéral, et ont commencé à négocier des résolutions. La manière dont on pouvait encadrer cela d'un point de vue diplomatique, avec justement des principes régissant les activités spatiales. Et c'est là où cette question de à qui appartient l'espace est extrêmement intéressante, parce qu'en réalité, les États, très tôt, ont décidé que l'espace n'appartiendrait à personne. Par contre, il pourrait être librement utilisé et exploré. Et c'est cela dont on parle quand on parle de droit spatial. Ce sont ces libertés d'utiliser et d'explorer l'espace, mais de manière encadrée. Et quand les Américains sont arrivés sur la Lune avec le drapeau, c'était quoi le geste, le symbole? C'était à nous ou pas? Avant que les États-Unis parviennent à atteindre la Lune et à poser le drapeau, il y a eu énormément d'activités, notamment de la part de l'ex-Union soviétique, qui a envoyé le premier homme, puis la première femme, puis un certain nombre d'objets. En parallèle, les États-Unis ont envoyé également des êtres humains. Et toutes ces activités étaient fascinantes à voir à travers la planète.
on s'est très vite rendu compte que c'était aussi une course à l'influence. Qui avait la meilleure technique? Qui avait les meilleurs physiciens, les meilleurs ingénieurs? Qui avait les meilleurs astronautes et cosmonautes prêts à risquer leur vie pour aller dans l'espace et pour y effectuer des missions, pour avoir véritablement un intérêt scientifique ou un intérêt de plus en plus poussé pour les différents États et pour pouvoir développer tout cela. Et quand les États-Unis décident d'aller vers la Lune, et on peut se rappeler le discours de Kennedy à Rice University, nous choisissons la Lune. Nous choisissons la Lune, pas parce que c'est facile, mais au contraire parce que c'est difficile, parce que nous voulons repousser toutes les limites auxquelles les humains sont contraints. Et à ce moment-là, il se positionne comme États-Unien, comme président des États-Unis, mais il se positionne aussi comme humain, réalisant des prouesses scientifiques, réalisant des prouesses techniques et posant un drapeau, en l'occurrence le drapeau américain, avec cette phrase qui est restée célèbre, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Et c'est là où ça devient intéressant, cette considération selon laquelle cette exploration humaine est véritablement liée à l'humanité tout entière. Elle a pour symbole effectivement ce drapeau américain parce qu'on est dans une course à l'influence. On est aussi en pleine guerre froide avec justement deux blocs qui s'affrontent et qui veulent montrer que ce sont eux qui peuvent gérer et leader, en mauvais anglais, les courses techniques, les courses scientifiques, mais aussi les courses militaires à l'époque. Et dans ce cadre-là, c'est une véritable expression de domination scientifique et technique, effectivement. Ce n'est pas une appropriation, le droit ne les y autorise pas. Vous êtes juriste, comment est-ce que vous mettez en place des règles, justement? Parce que c'est tout nouveau, tout ça. Hein. Donc, effectivement, il y a beaucoup de règles qui sont nouvelles avec des activités nouvelles. On assiste depuis plusieurs dizaines d'années à une multiplication des acteurs dans l'espace et on s'en rend bien compte ici au Paris Air Show qu'il y a de plus en plus d'opérateurs, il y a de plus en plus de fabricants de fusées, de satellites, mais en réalité, le droit de l'espace, le droit international applicable aux activités spatiales, il remonte aux années 60. La première résolution, c'est 1961, puis 1963, un traité adopté en 1967 sur justement ces questions de liberté dont j'ai parlé, mais aussi d'autres grands principes applicables aux États. Par exemple, le principe de non-appropriation. J'en ai aussi parlé, mais je trouve qu'il est important de le rappeler parce que c'est l'article 2 du traité sur l'espace. L'espace n'est pas susceptible d'appropriation. Par contre, il est possible de récupérer des ressources naturelles, de s'y poser, d'exploiter certaines zones, mais il n'appartient pas aux États. Ensuite, il y a des grandes responsabilités qui sont applicables. Les États sont responsables pour leurs activités nationales. Lorsque des États choisissent de se poser sur la Lune, ils se portent garants des différentes activités qui y sont menées et également des débris qui vont émaner des différentes activités sur la Lune, mais aussi en orbite. Et cette responsabilité, elle est très importante parce qu'elle s'étend aussi aux opérateurs privés. Les opérateurs privés, pour lancer, pour opérer, pour avoir des satellites en orbite, pour aller sur la Lune, ils demandent des autorisations aux États. Ils sont autorisés, ils bénéficient d'une licence qui est assortie de conditions. Et toutes ces différentes conditions, souvent, elles sont incluses dans les droits nationaux. La France, par exemple, en 2008, a adopté la loi sur les opérations spatiales. Ça a été mis en œuvre à partir de 2010, donc ça a 15 ans aujourd'hui, cette mise en œuvre. Et cela fait 15 ans que la France s'évertue à autoriser, à suivre les différents projets pour vraiment encadrer les activités et agir de manière responsable. Bien montrer qu'ils sont en conformité avec leurs obligations internationales. Et en parallèle à cela, j'ai parlé des débris, on peut parler des différents risques qui émanent des activités spatiales. Et donc, l'article 7 du traité de l'espace met en place un régime de responsabilité financière en cas de dommages créés par l'objet spatial d'un État vers l'objet spatial d'un autre État. Et dans ce cadre-là, on parle d'argent, on parle de forme de réparation. Ça devient très intéressant parce que les États, c'est le contribuable en quelque sorte, veulent à tout prix éviter les collisions, veulent à tout prix limiter les risques. Et donc il y a tout un travail de coordination qui a lieu
au sein des Nations Unies notamment, mais aussi de manière bilatérale entre États, afin justement de bien encadrer les différentes activités. Et ensuite, il y a d'autres provisions applicables qui sont bien retranscrites dans les droits nationaux. Ce qui est très intéressant à voir, nous, d'un point de vue juridique, c'est véritablement cette adaptation des droits nationaux, ce dialogue permanent entre les États et les opérateurs, parce que les lois font l'objet aussi de mise à jour. Et on s'en rend bien compte, la loi nationale de 2008, par exemple, l'année dernière a fait l'objet de décrets, d'arrêtés, pour bien s'adapter. Vous avez entendu parler peut-être des constellations satellitaires. Désormais, c'est inclus en droit français. Vous avez peut-être entendu parler des services en orbite. J'ai vu le stand d'Exotrail, j'ai vu le stand de Astroscale également. Je vous invite à aller voir quelles sont leurs activités. Ce sont des activités totalement novatrices, de réparation de satellites, de services en orbite. Ce sont des activités aussi de démonstration de technologies en orbite. Tout cela, c'est compris de plus en plus par les droits nationaux, en particulier le droit français. Et nous, d'un point de vue juridique, on comprend bien ce cadre et on essaye d'accompagner au maximum les entreprises pour justement qu'elles puissent opérer de manière responsable. Laetitia, il y a des milliers de satellites maintenant, des milliers, il va y avoir encore des milliers. Si je veux lancer mon propre satellite d'une taille d'une boîte de chaussures, est-ce qu'il y a des règles que je dois suivre maintenant? Alors, oui, absolument, parce qu'à partir du moment où on atteint justement les 100 km dont je parlais, on a cette responsabilité de l'État. Vous lancez depuis la France, vous lancez depuis, par exemple, le Centre spatial guyanais, à Kourou, en Guyane française. On a ce lancement qui est effectué, des tests qui commencent à être réalisés, et puis l'orbite qui commence. Après le placement, vous avez bénéficié, j'espère, d'une autorisation. L'État se porte garant pour vous, mais vous devez veiller à, par exemple, désorbiter votre satellite, c'est-à-dire vous faites en sorte qu'il s'approche de la Terre et éventuellement qu'au bout d'une certaine durée, il aille entrer en combustion avec l'atmosphère pour pas qu'il ne crée plus de débris que cela. Ça, c'est l'un des prérequis. Lorsque vous pensez votre mission, vous pensez aussi au retrait de votre satellite. Et en l'occurrence, là, on s'occupe de ça avec la gravité et on fait en sorte que ça se crache en quelque sorte dans l'atmosphère, ce qui est très intéressant parce que c'est là où la physique entre en jeu. Et on a le droit, l'ingénierie et la physique qui travaillent ensemble, main dans la main, en permanence. Alors, s'il y a des règles, ça veut dire qu'il doit y avoir des sanctions si des opérateurs ne respectent pas les règles. Comment est-ce qu'on peut être sanctionné? Alors, c'est arrivé l'année dernière. Il y a un opérateur, justement, aux États-Unis, qui n'a pas respecté ses obligations principales en matière de retrait des débris. Et donc, les États-Unis savaient très bien qu'en cas de risque de collision et en cas, justement, où le risque se réalise, alors les États-Unis devraient payer un État. Et dans ce cas-là, ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus efficace de sanctionner l'opérateur directement. Donc le droit national américain les autorise à sanctionner l'opérateur et donc à leur poser une amende. L'amende était d'un certain montant qui est suffisamment dissuasif pour que les autres entreprises ne commencent pas à emprunter de tels chemins irresponsables et ne créent pas justement davantage de débris. Donc on a vraiment ce travail par les États qui essayent de ne pas décourager les entreprises à opérer et à innover, mais à les décourager à agir de manière irresponsable. Dans un moment, je vais poser une question sur le rôle des militaires maintenant en Star Wars. Est-ce qu'il y a des questions pour Laetitia? Ce qui veut dire que j'ai été très claire, j'espère. On parle souvent plus en plus de la guerre des étoiles et espionnage des autres satellites par des concurrents. Donc, il y a des règles pour ça aussi ou c'est un peu Far West? Alors, on se rend compte de plus en plus qu'au niveau des opérations militaires, on a historiquement des opérations sur mer, sur terre, dans les airs. Et de plus en plus, on se rend compte que l'espace est utilisé en soutien, en support aux forces armées. L'espace est utilisé pour obtenir des images de la Terre, notamment à des fins d'intelligence ou par exemple pour bien connaître la météo,
Vous avez bien vu qu'à partir du moment où le temps se couvre, c'est beaucoup plus dangereux pour les avions de voler. Et donc, on essaye de bien estimer où sont placés les nuages, où sont les vents, où sont les différents phénomènes météorologiques qui pourraient porter atteinte aux missions, par exemple. Et on a également des technologies comme les technologies GNSS, que vous connaissez sûrement. Ce sont les technologies de position, de navigation et de temps. Le plus connu, c'est le GPS, que vous avez tous certainement sur vos téléphones. Je vais promouvoir la technologie européenne qui est Galileo, qui est extrêmement fiable et que vous avez tous également très certainement sur vos téléphones, et qui vous permet justement de savoir où vous êtes, vous civils, mais aussi où sont les militaires qui utilisent des équipements GNSS justement. Tout ça, ce sont des technologies qui ont émergé pour des raisons extrêmement stratégiques, et on se rend compte que plus le temps passe et plus les satellites deviennent extrêmement sophistiqués. Et on en voit justement quelques exemples autour. On a aussi des technologies hyperspectrales, on a des technologies qui permettent véritablement d'obtenir des informations très précises sur différents sujets. On a aussi ce qu'on appelle l'intelligence de signaux. Donc, c'est-à-dire qu'on analyse les différents signaux, les fréquences radio, afin de pouvoir récupérer des localisations ou afin de pouvoir récupérer plus d'informations sur certains systèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, c'est en support aux forces armées, pour des raisons militaires, bien sûr, en opération, mais également dans le cadre de soutien en cas de désastre naturel, en cas d'aide après justement différentes catastrophes. On a vu aussi à Mayotte que les technologies spatiales étaient extrêmement utilisées par les services humanitaires et gouvernementaux. Tout cela est important à garder en tête parce que ce sont des objets que l'on souhaite protéger pour des raisons gouvernementales, pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons civiles. Si vous avez pu venir jusqu'ici, je suppose que vous avez utilisé Google Maps ou Citymapper ou d'autres logiciels. Vous avez utilisé une technologie satellitaire aujourd'hui. Si vous avez regardé des images justement sur Google Images, sur les différents appartements, les immeubles ou autres, vous avez utilisé des technologies satellitaires. Maintenant, on en revient aux tensions dans l'espace. On se rend compte, effectivement, que certains satellites ont des objectifs stratégiques. Alors, pour d'autres États, et ça a été déclaré dans le cadre des Nations Unies à la conférence du désarmement, qui est basée à Genève, pour certains États, ces satellites stratégiques sont inclus dans les conflits et donc peuvent éventuellement être l'objet de cibles. Ils peuvent devenir des cibles, ils peuvent être l'objet potentiellement d'attaques contre-spatiales. On appelle ça des attaques contre-spatiales. Cyber. Parfois, on peut avoir des missiles qui sont testés aujourd'hui. Il n'y a pas de missile qui a été utilisé depuis la Terre vers un satellite ennemi. Par contre, il y a eu des tests de missiles à ascension directe d'un État vers ses propres satellites. Alors certains appellent cela des intercepteurs, justement en prétendant que cela sert à éviter la production de débris, alors qu'en réalité, on se rend compte que ça crée beaucoup de débris. Mais tout cela, ça crée des tensions entre les États. Ce sont des déclarations, donc des déclarations d'intention. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet, sauf au niveau cyber. Et on s'est rendu compte en 2022, à partir du moment où il y a eu plusieurs tensions entre des États en Europe, qu'une opération cyber hostile a été menée à l'encontre d'un opérateur satellitaire qui s'appelle Viasat et qui a montré que toute une partie de son segment, de ses modems en fait, de réception de données satellitaires, a été pris par une action cyber et justement a été complètement désactivé. Et tout cela avait de base une intention militaire, avait une intention hostile, et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ça avait aussi un impact sur les services civils, sur des services de communication, sur des services de gestion, par exemple des centrales éoliennes en Allemagne, etc. Et tout cela, ça crée de plus en plus de tensions, parce qu'en droit, afin d'appliquer du droit international, on doit attribuer. Et comment est-ce qu'on attribue une attaque cyber? Et ça, on s'évertue à justement être le plus diplomate possible lorsque l'on attribue, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on attribue une attaque qu'elle va cesser. Et donc, il y a énormément de mécanismes en place, d'une part pour que les États prouvent qu'ils agissent de manière responsable dans l'espace, et d'autre part pour que les États prouvent que s'ils subissent une attaque,
ils travaillent sur la résolution justement des problèmes qui ont été créés et ils travaillent avec les autres États afin de réduire les tensions qui peuvent en résulter. Et ça, c'est important à garder en tête. La diplomatie est en cours. Elle est parfois extrêmement difficile à mettre en œuvre, notamment dans des cadres comme celui d'aujourd'hui, avec une géopolitique très tendue, et vous le savez toutes et tous. Mais nous nous y évertuons et le cadre juridique y contribue. Il y a énormément de constellations qui sont en train d'être créées avec des centaines de satellites. Est-ce qu'il y a... Tout le monde veut choisir le meilleur endroit pour les placer. Est-ce qu'il y a des règles sur ça? Alors, au niveau des constellations, tous les États n'ont pas les mêmes approches. Par exemple, les États-Unis ont autorisé la constellation Starlink à être lancée. Starlink avait aussi commencé à travailler avec d'autres États, et donc il y a eu une forme d'accord sur ce besoin d'avoir une communication, un accès à la connectivité globale. Et effectivement, Starlink a pu prouver sa technologie et a commencé à envoyer ses satellites en orbite assez basse. Je pense que vous les avez vus si vous vous renseignez sur le sujet. C'est une possibilité pour eux d'atteindre davantage la Terre parce que non seulement ça permet une connectivité à haut débit, mais en plus ça permet une latence très faible. C'est-à-dire qu'entre le moment où la connectivité est émise depuis le satellite et atteint la Terre, en fait, le temps est très bas. Donc pour tout ce qui est service en synchronisation, c'est extrêmement intéressant, plus le haut débit. Et puis, l'Europe a commencé à travailler sur sa propre constellation. Notamment, derrière nous, on a Eutelsat Group qui a annoncé avoir travaillé sur une combinaison avec la constellation OneWeb, qui a connu un certain nombre de transformations juridiques, je ne reviendrai pas dessus. Mais OneWeb, avec une centaine de satellites, moins de 1000 satellites, parvient à obtenir des résultats extrêmement satisfaisants. Donc Eutelsat a acquis cette constellation et commence à travailler dessus. Et on se rend compte aussi au niveau européen qu'il y a de plus en plus d'initiatives sur ces constellations qui permettent justement d'offrir des services, alors gouvernementaux bien sûr, mais aussi éventuellement commerciaux. Et tout cela, c'est un travail de concert entre entreprises. On a Eutelsat, on a le luxembourgeois SES, on a l'espagnol Hispasat, on a des entreprises qu'on appelle des fabricants de satellites, manufacturers en anglais, qui s'y évertuent. Pourquoi ? Parce que la constellation, elle a en cela de supérieur par rapport aux autres, non seulement donc, cette latence très faible, mais aussi cette possibilité d'avoir des générations successives qui permettent un accès à la connectivité toujours plus poussé et toujours plus efficace. Et en l'occurrence, ici en Europe, on souhaite avoir une forme d'autonomie pour nos communications, et donc c'est là où la constellation devient très intéressante, et on espère voir des résultats positifs le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des questions? On vient vers la fin. Est-ce qu'il y a des questions pour Laetitia? Moi, je veux... non, allez-y. Il n'y a pas de son. Moi, je me posais la question des ressources, parce que c'est vrai que sur Terre, on parle de raréfaction, voire épuisement de certaines ressources. Est-ce qu'il y a des ressources extraterrestres qui intéressent les États ou les entreprises? Et est-ce qu'il y a un cadre juridique qui encadre cette ruée vers l'or extraterrestre potentielle? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est un sujet qui est plus que d'actualité aujourd'hui. On se rend compte que les États coopèrent pour déjà savoir ce qu'il y a sur les corps célestes. L'Agence spatiale européenne mène un certain nombre de missions vers les planètes les plus lointaines, la NASA aussi également et d'autres pays. Maintenant, en ce qui concerne la possibilité d'utiliser les ressources, d'un point de vue juridique, c'est envisagé. À partir de 2015, les États-Unis ont adopté leur Space Act qui leur permet d'autoriser des entreprises à prévoir ce type de mission et à justement identifier quelles pourraient être les ressources les plus intéressantes. Alors on pense tout de suite à l'eau, on peut aussi penser à des métaux rares et on peut aussi penser justement à des composants qui pourraient servir
à justement construire un certain nombre d'installations. Et donc, en fait, les différents astronautes essayent de voir si on a déjà tout sur place ou si on doit nous-mêmes monter depuis la Terre vers la Lune ou vers Mars. Alors, il y a beaucoup de discussions. Le Luxembourg, ensuite, a adopté une loi en 2017 sur l'autorisation des ressources spatiales, en commençant par dire les ressources spatiales sont susceptibles d'appropriation. Et c'est là où ça devient intéressant. Certains États acceptent cette appropriation et d'autres, au contraire, décident que ce n'est pas acceptable. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est une coopération internationale pour bien comprendre ce qu'il y a dans l'espace et ce qu'on peut faire éventuellement avec les ressources, tout en respectant au maximum des règles éthiques. Juste une dernière question pour moi, parce qu'on vient vers la fin. Comment est-ce qu'on devient un juriste spécialisé dans les activités spatiales? Merci beaucoup pour cette question parce que ça me permet de parler un petit peu des différents masters qui existent, en particulier en Europe. Alors, j'ai personnellement suivi un parcours de droit classique jusqu'à mon Master 1 en droit des affaires. Et puis, il y a des Master 2 ou des LLM en anglais qui sont spécialisés. À Paris, j'ai fait un Master 2. Il y a un Master 2 à Paris qui est en droit des activités spatiales et des télécommunications, qui est à Paris Sud. À Toulouse, il y a un master en droit des transports et de l'aéronautique qui a une composante aérospatiale avec justement des cours en droit de l'espace. Et puis en Europe, un peu plus largement, j'ai pu faire un LLM à l'Université du Luxembourg en droit des communications, des satellites et des médias. Et enfin, à Leiden, à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, il y a un master mais qui est en droit de l'espace et de l'air. Ce qui est très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une composante aéronautique pure. Donc, je vous invite à les consulter et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci. Merci beaucoup, Laetitia. Elle est disponible pour vos questions si vous voulez parler juste après. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on a encore un programme très chargé ce matin. Il y a encore notre astroclass sur le système solaire et après, il y a un ancien astronaute qui va parler de ses missions avec la NASA. Merci encore.